Tiens, on retrouve aussi dans ce reportage Philippe Douste-Blazy, qui était ancien ministre de la Santé, et quelque chose d'important à retenir, parce que ça réapparaîtra plus tard dans une autre partie de la semaine, le Lancet, qui en fait est une publication médicale, une sorte de mise à jour des données, etc. en la matière. Et en gros, ça détermine ce qui est bien ou pas, validé ou pas. Donc ça existe dans toutes les disciplines, mais l'effet pervers, c'est de dire celui qui a accès à ces publications pourrait-il être le corrupteur de celles-ci? Donc ça, voilà, est-ce qu'on peut avoir des réponses là-dessus? Comment ça fonctionne? Qui contrôle quoi? Comment on fait s'il y a une antithèse? Est-ce qu'elle est obligatoirement publiée? Enfin, du vrai savoir, quoi, que ce soit pas ce spectre du savoir corrompu à tous les étages, parce que ça fait aussi peur que le virus. Donc d'autres mettent en question la méthodologie, notamment des études. Ils pointent aussi le spectre de la fraude et des dangers que ça implique. Donc là, c'est vraiment la question, est-ce qu'en fait on est face à des gens qui n'ont absolument pas conscience des conséquences de ce qu'ils font, ou au contraire, est-ce que c'est le cas? Et sont-ils coupables de quelque chose? Euh, dans ce reportage, il nous est dit également, par rapport à Didier Raoult, en fait, que c'est complètement délirant de croire que des milliards de personnes soignées à l'hydroxychloroquine ne suffiraient pas à valider l'usage du médicament. Je dois dire que c'est assez simple, mais effectivement, on ne peut pas dire, c'est comme si du jour au lendemain, on nous disait, je sais pas moi, arrêtez de manger 5 fruits et légumes par jour. Ça me fait un peu cet effet-là, moi, quand on dit ça, donc ça fait peur. Donc voilà, voilà. Euh, il appuie cela en disant qu'il n'y a pas que Didier Raoult, qu'un autre virologue mondialement connu qui a géré le SRAS, pardon, l'épidémie, la plus grosse épidémie avant Covid, le docteur Zong, a également validé l'efficacité de l'hydroxychloroquine. Donc là, effectivement, est-ce qu'on doit vraiment ne pas demander, mais pourquoi il s'est passé ça sur l'hydroxychloroquine? Pourquoi une ministre de la Santé l'interdit avant la pandémie, quand on voit tout le débat que ça a soulevé pendant la pandémie? Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que ça signifie? Enfin, on est légitimement inquiet quand on entend ça. On apprend aussi que les médecins se sont soulevés quand on leur a demandé de prescrire le fameux remdesivir, qui est plus onéreux et qui a des effets secondaires assez catastrophiques. Euh, c'est comme si, en fait, du fait que la pandémie soit mondiale, que la gestion de la crise le soit également, on a dépossédé la médecine de ville des moyens qu'elle pouvait avoir. Et ça, c'est quelque chose qui peut se défendre, mais qui peut aussi être très difficile à accepter. Donc après, il y a d'autres considérations, l'azithromycine, etc. Donc voilà. Les pharmacies ont aussi été mises hors circuit, ça c'est intéressant. Euh, bon, ok. Qu'est-ce que l'OMS? Ça, ce serait bien aussi que les gens comprennent sur les gestions mondiales des crises qui sont mondiales. Il faut bien un organe mondial. Et en quoi une pandémie mondiale a conduit justement les États à opter pour ce mode de gestion plutôt qu'une gestion morcelée vers la médecine de ville. Donc cela peut se comprendre, mais honnêtement, moi je suis tout à fait aussi proche des médecins qui peuvent avoir un goût amer parce que voilà, ils ont prêté serment et bon voilà, c'est pas des guignols, ils savent ce qu'ils font et
On aurait pu aussi les intégrer peut-être pas immédiatement, mais sur le long terme dans la gestion de cette crise, autrement qu'en les dépossédant de leurs attributions. Alors, troisième partie dans les virus Kesako. Euh, alors, les parties vont pas forcément correspondre aux coupures vidéo, parce que je garde le format 15 minutes hein, pour la publication sur YouTube. Mais c'est la troisième partie du raisonnement, où là, du coup, je me dis, mais est-ce qu'il y a d'autres virus mortels comme ça? Forcément, oui. Lesquels sont-ils? Le premier, c'est Ebola, qui est mortel dans 25 à 90% des cas, et il n'y a pas de traitement. Ensuite vient la rage, qui se transmet par la morsure d'un animal. Cette maladie s'attaque au système nerveux et peut être mortelle. Elle stoppe en fait les fonctions de l'organisme. En 3, le H5N1 modifié, qui est un virus créé en laboratoire, qui est un mutant de la grippe aviaire. En 4, Marbourg, qui est mortel dans 80% des cas et qui se matérialise par des fièvres hémorragiques, mais même s'il est très mortel, il se transmet difficilement aux humains. Ensuite vient la dengue, qui est une grippe tropicale qui se transmet par la piqûre d'un moustique particulier. Et dans certains cas, elle peut provoquer des hémorragies. La dengue, c'est 50 millions de contaminés par an. Le VIH, qui a été une pandémie jusqu'en 2020. Désormais, avec les avancées scientifiques, on peut vivre avec ce virus. Donc les questions que l'on se pose dans tout ça. Bah, la première chose qui nous vient à l'esprit quand on entend un peu tous ces sons de cloche, c'est de dire la déontologie et le serment d'Hippocrate sont-elles autant remises en question par cette pandémie qui est une situation de crise? Moi, la question qui me vient à l'esprit aussi, c'est, bon, quand même, pour devenir médecin, on fait 10 années d'études. Pour être un universitaire qui publie, on va encore plus loin. Donc, pourquoi est-ce que quelqu'un remettrait en cause tout ceci pour des centaines de milliers d'euros, sachant que ce sont quand même des carrières plutôt rémunératrices et en ont-ils vraiment besoin? Enfin, après, voilà, c'est un peu des questions comme ça pour essayer d'ouvrir les choses. Libre à vous d'y répondre. Vous pouvez me mettre tout ça en commentaire, dans le respect, la bienveillance et l'intelligence, comme d'habitude. C'était Laurie Dubois pour les Sommes de toutes les peurs. À bientôt!